comment expliquer maintenant la couleur des objets. Pour percevoir un objet, nous avons besoin de lumière. Ici, la lumière du soleil. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, pour notre œil, la lumière du soleil est composée de rayons rouges, bleus et verts. Cette lumière doit éclairer l'objet que nous souhaitons voir. Imaginez-vous dans une pièce, si vous éteignez toutes les lumières la nuit, vous ne voyez rien. Il est donc nécessaire d'avoir une source lumineuse pour percevoir les objets. Notre objet va, en fonction de sa couleur, absorber une partie du spectre lumineux qui l'éclaire et réfléchir une autre partie. Pour voir un objet, il est essentiel que la lumière qu'il réfléchit parvienne à notre œil. Intéressons-nous maintenant à du concret. Que se passe-t-il dans le cas de cette pomme verte ? La couleur de cette pomme dépend de la lumière qu'elle reçoit, ici, de la lumière qu'elle absorbe et de la lumière qu'elle réfléchit. Comme dans tout système que nous avons vu, la lumière reçue sera la somme de la lumière absorbée et de la lumière réfléchie. De manière générale, la plupart des objets reçoivent de la lumière blanche, du soleil, d'une ampoule, etc. Cette lumière blanche, pour rappel, est composée de rouge, de vert et de bleu, en tout cas pour l'être humain. Notre pomme va absorber les longueurs d'onde rouge et bleu, et donc réfléchir l'unique longueur d'onde restante, le vert. C'est cette longueur d'onde-là qui va arriver à notre œil, et c'est la raison pour laquelle cette pomme est verte. Voici maintenant une pomme rouge. Comme la pomme verte, la pomme rouge reçoit une lumière blanche composée pour l'être humain de longueurs d'onde rouge, verte et bleue. Elle absorbe ici le vert et le bleu et réfléchit le rouge. Une pomme jaune maintenant, qui reçoit toujours de la lumière blanche composée de rouge, de vert et de bleu, qui absorbe le bleu. Ne reste alors que le rouge et le vert. Et, selon le principe de la synthèse additive, dans les lumières, rouge et vert donnent jaune. C'est la raison pour laquelle cette pomme nous paraît jaune. Prenons maintenant l'exemple de ce drapeau blanc. Éclairé par de la lumière blanche, la lumière reçue, ce drapeau blanc n'absorbe aucune longueur d'onde. Par conséquent, il réfléchit le rouge, le vert et le bleu, ce qui, selon le principe de la synthèse additive, produit du blanc. Prenons le même cas maintenant, mais avec une lumière reçue différente. Imaginons que notre drapeau blanc reçoit de la lumière uniquement composée de longueurs d'onde rouges. Il va absorber, comme tout à l'heure, rien du tout. Par contre, il n'aura à réfléchir que le rouge. C'est la raison pour laquelle ce drapeau blanc éclairé en lumière rouge nous paraîtra rouge. A l'inverse, que se passe-t-il avec cette tache d'encre noire ? L'encre noire reçoit de la lumière blanche composée de rouge, de vert et de bleu. Elle absorbe le rouge, le vert et le bleu, c'est-à-dire l'entièreté des longueurs d'onde de la lumière blanche. Elle va donc réfléchir à rien, c'est-à-dire une absence de lumière, et lorsqu'il n'y a pas de lumière, le cerveau interprète ça comme du noir. Les objets noirs absorbent donc beaucoup plus de longueur d'onde que les objets blancs ou clairs. C'est la raison pour laquelle on utilise cette couleur pour les panneaux solaires thermiques, des panneaux qui font passer de l'eau dans des tuyaux noirs afin de réchauffer cette eau. C'est aussi la raison pour laquelle on vous conseille en été de vous habiller avec des couleurs claires. Les couleurs claires absorbant très peu la lumière, donc très peu l'énergie portée par la lumière, ils vous tiendront donc moins chaud. Nous avons vu pourquoi nous percevons les objets d'une couleur ou d'une autre. Mais qu'est-ce qui donne la couleur à un objet ? Pour donner de la couleur à un objet, il faut une molécule capable d'absorber une partie du spectre lumineux, c'est-à-dire d'agir comme un filtre. Dans le cas de notre pomme rouge, cette molécule absorberait le bleu et le vert et réfléchirait le rouge. Ces molécules sont des pigments ou des colorants. Nous allons voir la différence fondamentale entre ces deux types de molécules. Les pigments.
Les pigments sont des molécules capables de se fixer à la surface d'un support et d'absorber une partie de la lumière. C'est leur rôle de filtre dont je vous parlais. Les pigments sont insolubles, ce qui signifie qu'ils ne se mélangent pas à l'eau. Pour être utilisés, ils doivent être donc mélangés à un solvant comme l'huile. Pensez à la peinture à l'huile. Il existe différents types de pigments. Les pigments minéraux ont été utilisés depuis de nombreuses années. On pense que les hommes préhistoriques, responsables notamment des fresques dans les grottes de Lascaux, utilisaient des pigments minéraux. Des roches de couleur sont donc broyées en poudre puis utilisées comme pigments. D'autres pigments naturels existent et sont donc utilisés depuis de nombreuses années par les êtres humains. Il s'agit des pigments organiques originaires du vivant. Vous avez par exemple l'indigo qui vient d'une plante et qui permet notamment de colorer les jeans, ou la cochenille, un animal qui produit un pigment rouge. Récemment sont aussi apparus tout un ensemble de pigments synthétiques. Les pigments se caractérisent donc par leur propriété chimique d'absorber une partie du spectre lumineux et de réfléchir une autre. Toutefois, cette particularité peut être altérée au fil du temps. C'est ce qu'on appelle la transformation chromatique. Regardez ici ce tableau en 1887, comme on imagine qu'il était, et en 2011. Les couleurs du tableau ont changé, ce qui signifie que les propriétés physiques des pigments ont changé. Ils n'absorbent plus exactement les mêmes longueurs d'onde, modifiant donc la couleur du tableau. Ces modifications sont appelées la transformation chromatique. Au fil du temps, un pigment peut changer la longueur d'onde qu'il absorbe et donc donner une autre couleur à l'objet ou au tableau. Comme exemple, vous pouvez penser à tous les objets colorés que vous laisseriez en plein soleil, tout l'été disons-nous. Dans la lumière du soleil, il y a des UV. Ces UV vont dénaturer les pigments, ce qui explique la décoloration des objets qu'on laisse pendant une grande quantité de temps en plein soleil. D'autres critères physico-chimiques peuvent altérer les pigments et induire donc une transformation chromatique. Parmi eux, la température, le pH, l'humidité. Ces notions sont particulièrement importantes dans les musées qui doivent faire attention à tous ces paramètres afin de ne pas abîmer des tableaux. S'il existe des pigments ou des colorants pour chacune des couleurs que nous connaissons, nous pouvons aussi réaliser des mélanges de pigments. Vous connaissez tous en peinture le moyen de faire du vert en mélangeant du jaune et du bleu. Afin de déterminer si un pigment ou un colorant est pur ou issu du mélange de deux molécules, de deux autres colorants ou pigments, on utilise la technologie de chromatographie sur couche mince. La chromatographie sur couche mince est une méthode physique de séparation des molécules. Vous avez ici un dispositif extrêmement simple d'un gobelet rempli avec de l'eau qu'on appellera l'éluant, un papier buvard ayant la capacité d'absorber l'eau par capillarité. Ici, la ligne de dépôt sur laquelle vous allez déposer vos colorants ou pigments. Ces colorants ou pigments sont issus de 3 stylos différents. Au fil du temps, le solvant, ici l'eau, va monter par capillarité dans le papier buvard, emportant avec lui les pigments. Selon la taille de ces molécules, les pigments ne vont pas aller à la même vitesse. On remarque donc ici que certaines des couleurs que nous avions avant sont des mélanges, notamment dans le cas de la troisième colonne où on remarque du bleu, du violet et du vert. Le principe de mélange des pigments et colorants est appelé synthèse soustractive. En effet, pigments et colorants agissent comme des filtres, c'est-à-dire qu'ils enlèvent des radiations lumineuses. Dans la synthèse soustractive, nous avons 3 couleurs primaires, le cyan, le magenta et le jaune. Ce sont les couleurs secondaires de la synthèse additive. Le mélange de ces couleurs primaires produit du bleu, du vert et du rouge. Ce sont les couleurs secondaires. Le mélange de l'ensemble des couleurs primaires forme du noir, c'est-à-dire que toutes les longueurs d'onde de la lumière sont absorbées et donc
on ne perçoit plus de lumière, ce que notre cerveau interprète comme la couleur noire. De la même façon, de manière similaire à la synthèse additive, deux couleurs qui, mélangées ensemble, forment du noir sont appelées couleurs complémentaires. Pensez ici au jaune et au bleu, ou au rouge et au cyan. Lorsque vous souhaitez faire du vert, en réalité vous n'utilisez pas du bleu et du jaune, sans quoi vous auriez du noir, mais du cyan et du jaune. Ces couleurs primaires, cyan, magenta et jaune, sont notamment caractéristiques des imprimantes. Lorsque l'on fait des mélanges de peinture, on arrive très rarement à produire du noir. Ceci est dû à l'impureté des couleurs primaires. C'est pour cette raison qu'on obtient une couleur plus ou moins brunâtre, s'approchant de plus en plus du noir. L'ensemble des couleurs peut se représenter sur ce qu'on appelle un cercle chromatique.